Je m'appelle Anne-Catherine Gamerdinger, je suis géographe urbaniste et mon activité est essentiellement autour de conseils ou de mise en place de documents auprès des collectivités qui sont des documents réglementaires ou de programmation, de planification, s'appuyant sur plutôt une approche patrimoniale et paysagère et qui va se traduire par la mise en place donc, de documents qu'on dit opposables aux tiers, généralement, dans le cadre de demandes d'autorisation, d'aménagement, de construction, de modification sur le bâti. Et j'interviens également dans le cadre d'un collectif auquel j'ai le plaisir de participer, qui s'appelle les paysages d'après-pétrole. Et dans ce collectif, nous avons tous des approches assez diversifiées, mais autour, notre lien, c'est le paysage, avec cette valeur pour nous que le paysage est un élément de compréhension de notre espace, de notre société, de notre temps, et que justement le paysage introduit également la notion de temps. Et donc nous sommes philosophes, architectes, urbanistes, écologues, agronomes, mais également plutôt des métiers qui tournent autour de l'espace. Et nous avons pour objet, nous sommes une sorte de think tank, comme on dit aujourd'hui, et également d'accompagner les collectivités et les pouvoirs publics à faire évoluer leur regard sur la prise en compte du territoire, avec donc cette question de l'intégration de la notion de paysage. Donc, j'ai remis en fait sur cette planche d'introduction la définition du paysage qui a été réalisée par la Convention européenne du paysage. Donc le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les habitants du lieu ou les visiteurs, qui évolue dans le temps sous l'effet des forces naturelles, de l'action des êtres humains et de leurs interrelations. Donc on rejoint finalement ce que M. Frederman nous a présenté tout à l'heure, qui est ce lien évident entre des arbres, des hommes et le temps et les différentes mains qui ont écrit, qui ont lié cette relation et qui est absolument fondamentale. Alors, j'ai essayé de passer un peu vite, mais sur notre collectif, donc nous sommes, c'est ce que j'évoquais, à peu près 70 aujourd'hui. Nous sommes un petit peu partout en France. Donc notre activité, elle part de, voilà, là je vais moins vous faire rêver, de ce constat de qu'est-ce que les paysages du pétrole. Donc des paysages souvent altérés. Souvent, le terme avait été repris par un magazine connu, Télérama, qui était celui de la France moche. Donc qui va dessiner des paysages où finalement le lien entre la nature, le milieu, l'homme et le temps est altéré et brisé, et qui donne lieu donc à des espaces qui non seulement sont fragmentés et sont en effet souvent moches, mais ce qui peut être jugé comme une notion esthétique subjective par certains, mais qui sont surtout des paysages et des espaces qui ne vont pas fonctionner. Et ce sont toutes les dérives auxquelles on assiste aujourd'hui, aussi bien en termes de gestion du climat, de gestion de l'eau, de gestion de la température, de gestion des déplacements, etc. Donc la question, c'est de savoir justement comment appréhender le paysage avec des éléments pour nous, de nos racines. C'est la question des ressources naturelles et humaines locales. C'est la question de l'implication des habitants, puisqu'on constate que finalement, ces paysages du pétrole ont souvent été fabriqués sans lien, là encore, sans concertation avec les habitants, sans compréhension justement d'un territoire et comment, au fil des siècles, il a été façonné par l'homme. C'est le fait d'imaginer aussi des aménagements qui vont répondre à plusieurs fonctions. C'est de travailler à la beauté du territoire, c'est de croiser les regards et c'est de jouer sur différentes échelles. Et finalement, c'est là que moi aussi, ce travail, ces réflexions m'intéressent, c'est qu'on rejoint finalement une vision assez traditionnelle, voire patrimoniale de l'espace, puisque généralement on était face à des espaces multifonctionnels. Là, je travaille par exemple, en ce moment j'ai une mission au Baux de Provence,
Donc du château, vous avez cette vue sur cette plaine d'Entreconques qui est absolument exceptionnelle, qui dessinait justement une mosaïque de milieux. On avait des amandiers, des abricotiers, des vignes, mais également des parcelles qui permettaient au quotidien de manger avec des céréales. Et aujourd'hui, au cours des 30 dernières années, on est allé vers une simplification. Et quand on parlait tout à l'heure aussi par rapport aux problématiques de maladies, etc., c'est que généralement, on avait cette multiplicité de regards, multiplicité d'espèces, multiplicité d'usages, et qui permettait un fonctionnement du territoire. Donc, une de nos missions, en fait, c'est également d'essayer de pas seulement être dans le regret et de ne pas simplement lister ce qui ne fonctionne pas, mais c'est également de réfléchir, de participer à des réflexions et d'accompagner des territoires vers une autre démarche. Donc là, par exemple, c'est un travail qui a été mené par la région du Priorat en Espagne et qui justement s'est interrogé sur ce secteur qui était en pleine déshérence humaine, économique, écologique. Et ils ont mené une réflexion qui leur a permis de retrouver le fonctionnement, et notamment le fonctionnement hydrographique de ce territoire, ce qui leur a permis de replanter avec là également une diversité. Alors, on a de la vigne, et c'est une vigne qui est une appellation de type AOC et qui est assez reconnue. Et ça a permis de faire revenir des habitants et de redonner donc une dynamique économique et écologique à ce territoire. Un autre exemple qui est la bergerie de Villarceau dans le Val d'Oise, où là aussi, autour de la bergerie, des expériences ont été menées en termes d'agriculture qu'on dirait aujourd'hui. Alors, ce n'est pas seulement écologique, ce n'est pas seulement de la permaculture, etc., mais aussi c'est tout un fonctionnement, toute une appréhension globale et avec aussi humaine et sociale de ce territoire. Donc ça, c'est pour montrer aussi cette question de l'implication des habitants, contrairement donc à cet urbanisme et à cette du pétrole qui était généralement décidé par des actions très, très verticales, sans concertation avec les habitants. Cette concertation, elle se fait par le croisement des regards et justement des approches, des sensibilités, des savoirs, des techniques. Et puis voilà, travailler aussi à la beauté. Alors la beauté, ça va passer justement souvent, finalement, par le fait de retrouver, de maintenir des structures traditionnelles avec des haies, des talus, des fossés, avec des arbres, remarquables ou pas, parce qu'il peut y avoir aussi des arbres dans un champ qui sont très, très humbles, très modestes, très quotidiens, et qui pour autant vont également non seulement armaturer le regard que l'on va avoir sur eux, et puis également avoir un rôle sur la biodiversité, sur le fonctionnement tout à fait fondamental. Donc là, quelques manière de montrer comment on fonctionne pour décrire le paysage, ces éléments, ces grands gestes, mais aussi ces petits gestes plus humbles, plus quotidiens. Alors ces travaux nous ont conduit aussi à publier un certain nombre d'ouvrages. Le dernier qui vient d'être publié s'appelle Les territoires du bien-être par Jean-Pierre Thibault et qui sont des ouvrages dont je vous invite à prendre connaissance et qui montrent justement, là encore, qu'on peut intervenir autrement sur le territoire sans avoir une vision complètement passéiste. Il ne s'agit pas non plus d'aller à rebours d'une certaine de l'évolution, mais justement par cette démarche paysagère en ayant d'abord cette compréhension de l'espace. Je vais passer sur certains éléments. Ça, c'est un outil qui a été mis en place par le collectif qui s'appelle l'outil Étape Paysage et qui a pour but d'accompagner justement les collectivités en amont de leurs décisions de planification, de documents d'urbanisme, etc., qui est d'aller à la rencontre de leur paysage, de définir ces éléments et voir également pour les porter, pour les accompagner vers une démarche de transition énergétique, mais qui ne soit pas une démarche complètement là aussi hors sol, mais en fonction des caractéristiques propres du territoire, si elle a un potentiel par exemple géothermique, quelles sont les ressources en eau, en solaire, etc. Mais vraiment d'abord de dimensionner les projets à l'échelle des territoires et en fonction de leurs ressources. Nous menons également dans des interventions, dans des colloques,
on a un peu des poils à gratter aussi par rapport à des interventions sur l'évolution de la législation. Et aujourd'hui, ce que je vais présenter plus précisément, ce sont différentes expériences qui ont été menées sur plusieurs échelles. Une échelle qui est sur la vallée de la Bruche en Alsace, qui est une vallée à proximité de Strasbourg, qui était une vallée industrielle et qui, au cours des 50 dernières années, a connu d'abord une déprise industrielle et puis également une déprise agricole et qui s'est traduite d'une part par un refermement du paysage et d'autre part par, là encore, une perte d'habitants. Et finalement, la politique qui a été menée sur le paysage comme vecteur de redécouverte du territoire, comme vecteur de projet local, a permis à cette vallée non seulement de retrouver une attractivité résidentielle, mais également touristique et économique. Et cette vallée a reçu en 2022, tout à fait récemment, le prix de capitale de la biodiversité. Je présenterai d'autres démarches, je vais revenir dessus. Alors juste redire un mot sur cette démarche paysagère, c'est d'abord prendre le temps, contrairement justement aux politiques générales donc du pétrole, ce qu'on peut dire les aménagements et l'urbanisme post-Seconde Guerre mondiale. Donc observer, comprendre, prendre le temps pour respecter ces différents temps qui animent un paysage, les différents temps, voire les siècles, voire les millénaires qui ont permis de le constituer, et également d'avoir une appréhension sensible, mais experte sur les différents territoires. Comment on voit le lieu de loin, comment il est comment il est perceptible de l'extérieur, et quel est le paysage, quels sont les paysages que l'on peut voir d'un lieu, quels sont les liens physiques qui existent entre différents lieux, entre les différents éléments qu'ils composent ou qui méritent d'être mis en relation. Et donc il s'agit bien de s'ancrer à la croisée de différentes échelles spatiales et temporelles, d'éviter d'avoir des œillères, de prendre en compte toutes les composantes sensibles et techniques d'un lieu. Alors, un petit mot, donc je vais commencer par ce projet de développement local dans cette vallée de la Bruche. Donc, on n'est pas très loin, ce que je vous disais, de Strasbourg. Et on est dans une vallée, en fait, aussi, toute cette politique a permis également de maintenir un train, et qui est un train aujourd'hui qui a aussi bien une vision, enfin une portée pratique aujourd'hui par rapport au travail et aux différents pôles d'emploi, mais également qui permet de prendre le train en gare de Strasbourg et en une demi-heure d'accéder à cette vallée, donc sans utiliser de voiture, et de partir sur différents sites touristiques ou de promenade. Donc on est sur un axe assez stratégique également par rapport entre Strasbourg et les Vosges, un fond de vallée qui était très urbanisé, qui a été également donc très urbanisé et qui avait connu un fort développement économique et industriel. Un secteur où la forêt est omniprésente, qui représente 77% de l'espace. Un secteur où il y a une ambiance vosgienne très affirmée dans l'architecture notamment, et un secteur donc, qui bénéficiait d'un certain nombre d'atouts en termes d'accès, avec notamment cette voie de chemin de fer dont je vous parlais. 4 axes de développement qui ont été définis, avec notamment cette question de comment redynamiser l'économie locale et remettre en place des emplois, comment définir une stratégie d'accueil de nouvelles populations, favoriser une bonne cohésion sociale et renforcer donc l'attractivité du territoire, amplifier les politiques de gestion de l'espace rural et poursuivre la politique de diversification touristique. Donc là, 2 photos qui permettent de voir l'évolution de ce secteur. Donc vous voyez ici en 1950, où on est encore une période finalement où il y avait une gestion agricole et également pastorale qui avait permis un certain entretien du paysage, et puis jusqu'à la mise en place en fait de ces outils, un refermement progressif du paysage par la forêt. Alors oui, l'arbre est bien, mais à partir du moment où il ne permet plus non plus un fonctionnement, où il étouffe
le reste des milieux et où il ne permet plus notamment également de proposer des conditions d'habitabilité satisfaisantes aux habitants, ça posait un problème. Donc les enjeux étaient des enjeux sociaux, également pour permettre d'améliorer la qualité de vie en réouvrant ce paysage pour les hommes, mais aussi pour retrouver une certaine biodiversité et justement lutter contre l'aspect espèce, mono-usage du territoire. Des enjeux économiques, avec tout un travail également de gestion forestière et de retrouver un lien et en favorisant aussi la création de lieux pour avoir un cycle de la forêt et également redévelopper le cycle du bois. Et puis des enjeux pour les loisirs et le tourisme. Ces enjeux est également liés à l'identité. L'identité vosgienne repose sur cette économie forestière et cette économie de gestion et d'utilisation de la ressource bois. Et puis cet enjeu de biodiversité en réouvrant les espaces. Donc les travaux ont reposé, comme toujours dans la démarche paysagère, sur des diagnostics très poussés, reposant sur des outils qu'on aime bien, qui sont des outils généralement ce qu'on appelle aussi les blocs diagrammes, qui permettent d'exprimer un petit peu en 3D une économie locale, une économie territoriale à travers le dessin, ce qui permet également de dessiner ce qui existe, d'essayer de retrouver par le dessin les structures traditionnelles qu'on ne va pas retrouver par la photographie, et également de raconter, en fait, de mettre en place un récit qui permet également de mettre en place une temporalité dans l'évolution du projet. Donc là aussi, montrer comment ces territoires ont évolué, donc avant pétrole, l'ère du pétrole avec le refermement de l'espace et sa monospécialisation, et puis dans le projet qui a été mis en place par la vallée de la Bruche, petit à petit, le fait de retrouver ce lien au territoire en le réouvrant, en redéfinissant son économie, en faisant revenir d'autres activités, justement en diversifiant, en retrouvant cette diversité d'activités agricoles et en retrouvant également, vous voyez, ce paysage qui a été resculpté, qui a permis également de retrouver ce paysage de terrasse qui permettait là aussi, d'une part, de répondre à différents enjeux d'aptitude agronomique par rapport aux différentes activités de plantation, et également qui a une vertu qui est celle de maintenir les terres, de gérer la question du ruissellement et donc de gérer aussi les problématiques d'inondation, d'eau, etc. Donc un travail qui a donné lieu à des aménagements aussi touristiques, des points de vue, des belvédères qui permettent également de communiquer et de partager le paysage, et qui est un travail qui a été salué par la Convention internationale du paysage, par ce prix remis en 2022 de capitale de la biodiversité. Une autre expérience tout à fait intéressante, alors on va changer d'échelle, qui est celle des plans. Alors vous savez que les documents d'urbanisme donnent lieu à une certaine hiérarchie. Donc à une grande échelle territoriale, c'est ce qu'on appelle les schémas de cohérence territoriaux, donc ce qu'on appelle les SCOT. Et puis après, on va voir à l'échelle communale les plans locaux d'urbanisme, donc qui vont permettre de définir les droits à construire, les possibilités de construire ou non, de préserver les espaces agricoles, naturels, forestiers. Et de plus en plus, finalement, on va vers ce qu'on appelle des plans locaux d'urbanisme intercommunaux qui permettent de programmer, de planifier l'espace en prenant en compte les solidarités géographiques, écologiques et humaines à l'échelle de plusieurs communes. Et un travail très intéressant a été mené donc, par cette communauté de communes de Rion, Limagne et Volcan, qui regroupe une trentaine de communes et qui, contrairement à la majorité de ces outils, qui sont élaborés souvent de manière un peu fonctionnelle, quantitativement, ont décidé de travailler très en amont à partir de paysages. Et donc, ils ont mené une politique, d'abord une mission de connaissance, d'inventaire de leurs paysages pour définir des entités paysagères distinctes qui vont avoir des fonctionnements, là aussi, singuliers en fonction de leur relief, de l'eau,
et des savoir-faire traditionnels qui ont modelé ces espaces, et à partir de là, de redéfinir les grands enjeux territoriaux et qui sont petit à petit déclinés par commune pour définir les possibilités d'évolution du territoire. Donc 3 grands axes avaient été définis. Le territoire moteur à l'échelle régionale en valorisant ses singularités, faire des paysages uniques les garants de l'image du territoire, affirmer un positionnement métropolitain s'appuyant sur la diversité de l'armature territoriale, conforter, diversifier les filières d'excellence économique, etc. L'axe 2, la démarche de projet vertueuse accompagnant l'évolution des modes de vie, mais là encore s'appuyant toujours sur cette échelle paysagère, et je vais vous montrer comment, et puis par la définition d'actions transversales permettant de faire face au changement climatique. Alors, il y a eu ce travail en amont d'inventaire, de compréhension des différentes dynamiques en fonction des secteurs, et qui s'est défini par ce qu'on appelle en urbanisme la définition donc d'une grande stratégie de préservation du territoire, et par la mise en place de ce qu'on appelle une OAP, donc ce qui est une opération d'aménagement programmée, et qui est une OAP ici paysagère, qui va définir, là encore, à différentes échelles, avec différentes temporalités, des stratégies d'intervention, que ce soit sur les infrastructures, que ce soit sur l'habitation, sur les zones d'activité, sur les zones agricoles, sur les zones commerciales, et qui vont se décliner également sectoriellement pour justement de ne jamais apposer des règles, disons, au chausse-pied sur des territoires, mais vraiment en s'adaptant à toutes les singularités de l'espace. Alors là, quelques exemples justement, là encore, avec ce travail de dessin, parce que quand on dessine, là aussi on rentre dans un autre temps, on n'est pas dans le temps de la photographie, on n'est pas dans le temps de l'immédiat, et que le dessin, il va accompagner aussi une réflexion sur qu'est-ce qui porte le paysage, qu'est-ce qu'il structure, qu'est-ce qui le déstructure, et qu'est-ce qu'il compose ou qu'est-ce qu'il le décompose. Et c'est pour ça que c'est tout à fait intéressant de travailler à travers ce territoire, donc à travers l'outil du dessin, pour comprendre, vous voyez, là, sur des territoires, quelles étaient les structures, les armatures traditionnelles, comment on construit dans la pente, comment on s'implante dans la pente, comment les infrastructures se glissent dans le paysage de manière intégrée ou désintégrée. Et justement, l'idée pour les collectivités, c'était de réfléchir à comment aujourd'hui faire évoluer ce territoire pour essayer de valoriser ces éléments et également de programmer son devenir. Alors ça se traduit également par des outils parfois bêtes et méchants, aussi là sur des nuanciers, un travail sur la couleur pour les bâtiments agricoles, pour les bâtiments d'activité, pour les bâtiments d'habitation, et toujours de manière très sectorielle, parfois micro-sectorielle, pour s'adapter au paysage. Alors là, je change de territoire. Ce que je voulais revenir, c'est que par rapport justement à la question, par rapport à la question des arbres dont on a parlé tout à l'heure, il y a également eu tout un travail, justement, là aussi, d'inventaire des structures, ce qu'on appelle les structures végétales, linéaires ou ponctuelles, individuelles ou groupées en bosquets. Et le principe aussi, par rapport justement à ces problématiques d'inventaire, c'est justement les questions de conservation, parce que protéger un arbre ou une structure végétale groupée ou en alignement, etc., ça ne veut pas dire grand-chose si on ne porte pas par ailleurs tout un travail de pédagogie sur l'entretien de l'arbre, comment on le taille, comment on l'élague, également comment justement on gère le sol par rapport à la problématique du piétinement, du stationnement, par rapport à la problématique aussi à quelle distance on va construire, ou par exemple par rapport aux problématiques de transition énergétique, je l'évoquais tout à l'heure, la question dans certains territoires, par exemple de l'utilisation de la géothermie, qui peuvent altérer de manière irréversible les systèmes racinaires.
Donc là, dans ce travail qui a été mené dans le PLUI de Limagne, il y a eu également tout ce travail donc d'inventaire des structures arborées et qui est dans un but justement d'accompagner les collectivités et notamment pour les espaces publics, les routes, les infrastructures routières, mais également les propriétaires privés sur la gestion de ces structures végétales. Donc voilà, juste sur cette planche, vous voyez de manière sectorielle ce qu'on appelle donc la déclinaison de ces orientations d'aménagement, et donc il va montrer sur chaque secteur donc comment on va être amené à construire, avec des réflexions également sur l'habitat groupé, comment poursuivre les secteurs urbains. Vous savez qu'il y a une loi qui a été votée qui s'appelle Zéro artificialisation nette, qui est que d'ici 2030, enfin à partir de 2030, on ne pourra plus artificialiser de nouveaux territoires qui sont agricoles, naturels ou forestiers, et que dans la période intermédiaire, notamment donc jusqu'entre 2023 et 2030, les collectivités ne pourront plus urbaniser que la moitié des espaces qui ont été urbanisés au cours des 10 années précédentes. Ce qui veut dire que ça va inviter les collectivités à travailler autrement, donc de ne plus ouvrir à l'urbanisation de nouveaux secteurs, à s'interroger sur l'évolution des secteurs déjà urbanisés, des friches, notamment industrielles et commerciales, ou à la question de la densification d'un certain nombre de secteurs qui ont pu être construits de manière, disons, un peu dispendieuse du point de vue de l'espace. Et donc, dans des zones comme là-bas, qui sont aussi des zones très rurales, essayer de porter une réflexion. Alors, la densification, ça fait toujours peur parce qu'on a l'impression qu'on va se retrouver avec des tours ou alors des espaces sur lesquels on ne va plus avoir d'espaces verts, des espaces de respiration ou des espaces justement qui vont permettre un fonctionnement normal des milieux et de la biodiversité. Mais l'idée, c'est plutôt de montrer comment, parfois en mutualisant des espaces naturels, on peut avoir chacun une maison avec un petit bout de jardin, mais sans venir consommer de la même manière le territoire. Là, je voudrais montrer un autre exemple que je trouve assez intéressant. On est dans le Var, dans le Haut-Var. On est sur la route de Castellane. Quand on va tourner pour aller vers les gorges du Verdon, un petit village qui s'appelle Trigance, et qui est un village qui était confronté, comme beaucoup, à deux problématiques souvent un peu contradictoires, qui est celle de sa désertification quotidienne et en même temps une attractivité touristique ou une attractivité liée aux résidences secondaires. Et donc la commune a voulu porter le fait de faire revenir de nouveaux habitants, et donc d'abord dans le centre ancien, mais également à porter un projet qui est un éco-hameau, donc qui a été de développer là où il y avait eu une structure avant liée à une activité pastorale et où quelques constructions existaient, de porter un projet de développement d'un micro-hameau et pour accueillir de nouvelles familles, de nouveaux habitants. Alors ça a été mené avec une société qui s'appelle Regain, qui intervient essentiellement en région PACA et dont l'activité est d'accompagner les projets d'habitat participatif. Alors à différentes échelles, ça peut se passer autour d'un habitat, d'une construction dans un centre existant ou alors justement dans un petit groupement d'habitat en zone périurbaine. Et là, tout l'intérêt, c'est que ça s'est fait justement avec toute une réflexion sur le paysage et sur comment retrouver le lien au paysage, intégrer et dessiner ce projet en lien avec les ressources paysagères, en lien avec l'eau, en lien avec comment on s'implantait avant par rapport au vent, par rapport à la pente, par rapport à l'eau, etc. Donc en 2017, cette commune a lancé cette opération expérimentale, a mis en place cette opération d'aménagement particulière sur un secteur, a commencé, accompagné par justement Regain, à en discuter pour partager ce projet et faire venir des ménages
avec aussi cette idée de faire venir des ménages un peu plus modestes que ceux qui, jusqu'à présent, avaient l'habitude de venir dans le cadre d'un habitat résidentiel secondaire, et justement en lien aussi avec le fait d'essayer de faire revenir des activités et des activités artisanales dans le projet. Toute une réflexion sur le projet donc liée à son paysage, mais aussi avec une conception bioclimatique de l'habitat. Alors ce qu'on appelle aujourd'hui le bioclimatisme, c'est ni plus ni moins finalement que l'économie traditionnelle du bâti, c'est-à-dire qu'on bâtit en intelligence avec le site, donc pas sur des zones inondables, on s'intègre normalement dans la pente, on ne s'ouvre pas complètement au nord, on ne se met pas face au vent, on se met de manière judicieuse par rapport à l'ensoleillement. Donc voilà, le grand terme bioclimatique aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que retrouver une logique telle respectant celle qu'on a utilisée pendant des siècles pour construire. Et puis là aussi, généralement, on utilise les mots à la mode, ce sont les matériaux biosourcés ou géosourcés. Alors le biosourcé, ce sont les matériaux naturels, disons, vivants. Donc c'est utilisé, alors selon les régions, la paille, le jonc, le bois, la canne de Provence. Ici, on a d'autres habitudes. Le chaume. Et les matériaux géosourcés, ce sont ceux qui sont les matériaux que nous offre la terre, mais de manière minérale, donc que ce soit la terre, puisqu'on va réutiliser la terre, et notamment à travers les constructions en terre crue. C'est retrouver la pierre, de plus en plus, la construction en pierre massive aussi, qu'on va retrouver, aussi bien sur du logement que sur des équipements collectifs, qu'on va retrouver aussi bien à Paris que dans tous les autres territoires qui bénéficient de pierres. Et je pense qu'en France, on a un patrimoine justement assez magnifique pour cela. Et avec aussi ce principe qui est de construire avec les matériaux locaux. Parce que c'est vrai que si c'est pour faire venir du bois qui va parcourir 1000 km, voire plus, parfois des milliers de kilomètres qui vont venir de l'autre côté des océans, ou des pierres ou des matériaux là aussi qui vont faire un petit peu trop de kilomètres, on va à nouveau perdre ce lien évident, naturel, avec cette volonté de construire de manière respectueuse. Alors, quelques images. Donc, bon, ça, c'est quelques fragments de l'étude qui a été menée donc, par la collectivité. Donc, le site, vous voyez, on est un petit peu en retrait du paysage, du village ancien, pardon, mais autour de bâtiments existants, donc qui étaient liés à une activité pastorale. Toujours ce travail de dessin, d'analyse du territoire, qui permet de comprendre, à travers le dessin aussi, vont apparaître des lignes directrices, des lignes de composition qui sont liées parfois à des inflexions du relief, parfois justement à des accidents liés à un ancien rue qui a un cours intermittent, mais on ne sait jamais, qui peut parfois, au hasard de phénomènes climatiques particuliers, réapparaître, et qui a permis de réfléchir à comment intégrer justement ce hameau dans la pente et par rapport à l'ensoleillement, par rapport au vent, etc. Donc là, ce sont des dessins de principe, avec aussi toute une réflexion qui a été menée par rapport à la question des espaces boisés à maintenir, pour là aussi favoriser une protection notamment par rapport au vent, et en même temps avec cette double vision par rapport à l'ensoleillement, c'est-à-dire toujours de la question, c'est-à-dire en hiver avoir un ensoleillement optimal, et en même temps et en été de maintenir, de favoriser la fraîcheur. Donc ça veut dire aussi des plantations traditionnelles. On revient à la question de l'arbre et de la question de quel arbre, quelle végétation, quel feuillage, pour permettre de réfléchir, de composer avec cette saisonnalité. Le dernier exemple que je voulais vous présenter, c'est une étude menée dans une petite ville qui est au sud de Valence, dans la Drôme, et qui était une petite ville. Alors là, il y a 3 extraits. Vous voyez, on a le cadastre napoléonien, la carte d'état-major, donc en gros c'est 1863,
et la carte IGN actuelle. Donc on est au sud de Valence, dans le couloir rhodanien. Donc il y a le Rhône constitue la limite occidentale du village. Un village qui s'était développé sur une costière, donc juste sur un premier rebord de la costière, donc c'est-à-dire à l'abri des inondations. En même temps, une position un petit peu haute qui lui permet d'avoir un regard singulier et protecteur sur la plaine du Rhône, et qui permet aussi, généralement, c'est ce qu'on appelle c'est une implantation qui va permettre de jouer sur les différentes aptitudes agronomiques d'un territoire. C'est-à-dire qu'en fonction de la hauteur, en fait, il va y avoir un étagement des couches géologiques et également des couches sédimentaires qui vont offrir un potentiel agronomique, une complémentarité qui va permettre de planter de manière privilégiée telle ou telles espèces et qui vont y trouver chacune un intérêt. Et c'est une commune qui est donc juste à quelques kilomètres au sud de Valence, bien desservie, et bien évidemment au cours des 30 dernières années, qui a connu un développement qu'on appelle périurbain important, et qui s'est traduit notamment par une juxtaposition de lotissements et qui ont petit à petit finalement coupé le lien entre ce territoire qui avait une tradition agricole et une forte tradition aussi, une forte connaissance, une ingénierie de l'eau exceptionnelle, avec tout un travail justement sur comment maîtriser l'eau qui peut déborder et en même temps comment irriguer les cultures, puisqu'on est quand même dans un secteur qui est soumis à un climat assez singulier. On est dans l'axe rhodanien, donc en fait on peut avoir notamment des vents assez importants, froids, et donc qui va apporter une certaine sécheresse. On a aussi un territoire qui est confronté à la sécheresse, bien évidemment, estivale. Et donc, il y avait cette technicité, cette ingéniosité autour de l'eau tout à fait exceptionnelle. Il y avait tout un réseau de canaux qui avait été mis en place et qui, petit à petit, s'est perdu. Et donc, vous le voyez sur ce dessin, nous avons commencé, là encore, à essayer de redessiner, réécrire, essayer de comprendre le récit de l'évolution de ce territoire, comment il a été fabriqué, comment les hommes, au fil des siècles, l'ont fabriqué, l'ont domestiqué, et quelles sont donc essayer de définir ce qu'on a appelé ces ressources paysagères, à travers les éléments agricoles, donc bâtis, bien évidemment, mais aussi toute cette ossature de l'agriculture à travers les haies. On voyait tout à l'heure les haies plessées je me demande si ce n'est pas à Bibracte que ces photos ont été prises, mais qui faisaient partie justement aussi de la maîtrise du milieu, mais une maîtrise qui n'était pas justement dans Sois beau et tais-toi, mais qui était une complicité en fait entre l'activité humaine et l'activité naturelle des milieux, et qui permettait là aussi d'enrichir la biodiversité. Donc retrouver les canaux, retrouver le fil de l'eau, retrouver l'expression des différentes terrasses, parce qu'on est aussi dans un territoire qui a longtemps été structuré par la main de l'homme, par un travail patient de mise en place de murs, de murets de pierres sèches, qui a des qualités paysagères, qui a des qualités par rapport au maintien des terres, qui a des qualités en termes de biodiversité par tout ce qui va aller nicher dans les interstices de la pierre sèche, et qui a des qualités aussi par rapport à la maîtrise de l'eau, parce que sur un territoire sculpté par ces terrasses de pierre sèche, en fait l'eau va cheminer plus tranquillement et va éviter justement des inondations importantes. Donc on a défini tous ces éléments, également les points de vue, tous les anciens chemins, essayer de retrouver ce lien pour définir un projet territorial. Et qui avait aussi pour but, alors vous voyez là tout ce qui apparaît, ce sont justement, donc là on a le noyau ancien qui était à l'origine protégé par des remparts, qui ont été démantelés comme un peu partout au XIXe siècle, qui ont donné lieu à l'aménagement de boulevards. Et autour
donc cette succession de lotissements qui ont été parfois implantés aussi en venant perforer, fragmenter des cheminements, des voiries traditionnelles et des chemins. Et donc l'idée, c'était d'essayer de remettre en place cette clé de lecture de ce qu'on a appelé aussi les maillons du territoire, essayer de renouer, recréer tous ces éléments, et ce qui a permis également de redéfinir, enfin de mettre le doigt sur des espaces singuliers qui avaient un petit peu perdu du sens, qui étaient en déprise, et essayer de les associer en fait à ces maillons territoriaux pour essayer de redéfinir par des cheminements, par ce qu'on appelle aussi le chemin de l'eau, un projet qui a pour but de recréer du lien entre les différents morceaux de la ville, réinviter aussi les habitants à utiliser ce territoire autrement qu'en voiture, parce que finalement on se rend compte que les distances sont généralement assez courtes à pied, qu'elles n'ont rien à voir avec les distances que l'on peut être amené à parcourir quand on va dans une zone commerciale et qu'on se gare et que finalement on n'hésite pas parfois à faire 100, 200, 300 mètres à pied. Et finalement, ce sont des distances qui sont vécues aujourd'hui impossibles dans d'autres territoires. Et donc, en essayant de retrouver ce lien au paysage, essayer de réinviter les habitants à parcourir autrement le territoire, à le parcourir aussi à pied, ce qui permet également qui sont également des espaces où on peut être amené à se croiser, ce qui n'est pas le cas en voiture, ou quand on se croise de manière un petit peu trop frontale, c'est qu'il y a un problème. Donc voilà, redessiner ces circulations, remettre en place ces différents maillons. Alors, une des caractéristiques de ce territoire, c'est qu'il y a un très beau site, qui a un très vilain nom, qui s'appelle le Clévos, mais qui était d'anciens moulins, en fait, qui est donc là aussi, on retrouve bien évidemment, vous voyez, le chemin de l'eau, le canal des moulins. Et ce moulin a été racheté par le conseil départemental et transformé en espace muséographique qui fonctionne avec la Cité des Sciences de Paris-La Villette et qui accueille généralement les expositions qui sont à la Villette. Et donc, qui sont plutôt des expositions à caractère technique, scientifique. Et à partir de là, en fait, on a fait le constat que généralement, alors c'est un équipement qui fonctionne très bien, mais que les gens viennent, se garent au Clévos, et puis finalement repartent et n'utilisent pas ce territoire. Et le projet sur lequel on a travaillé aussi avec la municipalité, c'était d'expliquer qu'on a un territoire qui a été donc façonné de manière vraiment intelligente au fil des siècles, en utilisant ses ressources, donc le soleil, le vent, l'eau, et qu'il s'agissait peut-être finalement de pouvoir poursuivre ces visites techniques scientifiques qui sont exposées dans ce Clévos, en expérimentant le territoire à travers justement expliquer comment l'eau a été gérée sur le territoire, comment le vent a été géré, et d'autant plus que finalement on avait des vestiges assez intéressants. Sur le plateau, on a un télégraphe que la collectivité a restauré avec la Fondation du patrimoine il y a une dizaine d'années, et sur la commune d'à côté, on a un autre télégraphe. Donc peut-être de montrer justement, de retrouver cette explication qui est quand même tout à fait intéressante. On a une ancienne éolienne dans le parc du château qui permettait d'alimenter tout le circuit d'eau et notamment les fontaines du château. Et on a dans la ville tout un patrimoine lié à l'eau. Alors là, je suis désolée, c'est un peu petit, mais de lavoirs, de fontaines, etc. Et donc voilà, essayer de redéfinir aussi un projet territorial pour venir là aussi irriguer ce territoire à partir de ce pôle scientifique autour d'un nouveau projet urbain. Et puis avec deux secteurs, alors là on est justement sur ce secteur du Clévos, avec un parc qui ne sert pas à grand-chose aujourd'hui, et où en retravaillant justement sur ce principe de modeler terrasse, etc., essayer de mettre en place un amphithéâtre pour accueillir des spectacles, quels qu'ils soient, musicaux ou non. Et un ancien jardin qui s'appelle le Parquet, qui était des jardins traditionnels de potagers et vergers, et qui sont en déprise, et avec un projet d'aménagement aujourd'hui pour essayer de recréer cet espace
de jardins vivriers urbains autour duquel la municipalité pourra aussi donc créer des lieux de rencontre, de communication, d'échange, de sensibilisation à l'espace, au territoire et au milieu. C'était ma dernière planche. Donc ce dont je voulais parler, et je pense que est relayé, et notamment auprès de vous tous, parce qu'on est tous concernés, on vit tous sur des territoires qui vont être amenés à évoluer et qui donnent lieu justement à la mise en place de documents d'urbanisme auxquels on est tous invités à participer lors d'ateliers participatifs, lors d'enquêtes publiques, donc lors de communications diverses. On est amené à participer à l'élaboration de ces politiques et de ces outils, et que c'est absolument fondamental de porter la voix de la démarche paysagère, et pas simplement, je reviens là-dessus, pour dire il s'agit de faire beau, même si finalement on sait que le résultat sera plus satisfaisant, mais c'est parce que c'est également une démarche, c'est une réflexion, c'est un mode d'échange, de discussion, de partage d'expériences, et qui permet vraiment d'accompagner ces outils de planification vers des solutions qui vont se traduire par je pense que ce dernier livre qui a été publié, qui s'appelle « Le territoire du bien-être », c'est aussi ça. Et quand on parle de paysage, c'est pas que les beaux paysages, c'est comme les arbres. Il n'y a pas que les arbres remarquables. Il y a aussi les paysages quotidiens, modestes, les paysages périurbains qui vont être amenés, qu'on souhaite faire évoluer, les paysages de ronds-points, les paysages de zones commerciales, et qui sont nos paysages, qui sont ceux auxquels on est confronté généralement quand on sort de chez nous, quand on quand on fait un trajet. Et donc il est absolument nécessaire sur tous ces espaces de reporter un regard aimant et non pas simplement fonctionnel, et d'accompagner justement nos élus, nos techniciens vers une prise en compte plus sensible, mais également techniquement plus responsable de l'évolution de ces territoires. Je vous remercie.